Rachid, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de BPE Gestion Privée. La question qui se pose aujourd'hui, Rachid, si on n'était pas investi dans les marchés actions jusqu'à aujourd'hui, c'est est-ce qu'il n'est pas trop tard pour monter dans le train? Alors effectivement, quand on voit la performance depuis le début de l'année, environ 10%, et surtout par rapport au point bas juste post-Brexit, on est à plus de 30%, il est tout à fait légitime de s'interroger. Alors, ma réponse va être double, et c'est ce que je dis à nos conseillers, à nos clients que je rencontre, c'est au fond, tactiquement, et on va en parler, il y a effectivement un certain nombre de facteurs qui appellent à la prudence. À la consolidation. À la consolidation. Il y aura des respirations, comme Il y aura toujours. des respirations. Alors, après, la question, le marché ne s'arrête jamais là où on pense. Et en revanche, quand on essaye de se projeter un peu sur le moyen terme, il nous semble que le mouvement n'est pas encore épuisé, qu'il y a toujours du potentiel. On reste dans une tendance haussière pour vous, hein? En particulier en Europe, et plus particulièrement en zone euro, nonobstant bien entendu le fait que Wall Street en particulier nous fiche la paix et je dirais continue à vivoter. Oui, il ne faudrait pas que Wall Street corrige brutalement parce que ça nous entraînerait évidemment... Pour le coup, je pense qu'on aura du mal à échapper si Wall Street corrigeait fortement. Alors, le discours que vous tenez, il est très consensuel. Aujourd'hui, tous ceux que je reçois sur ce plateau me disent, bon, action européenne, action européenne, action européenne. Très bien. Et ils invoquent souvent un argument qui est celui des flux. Or, Merrill Lynch a sorti son enquête et, a priori, les gérants surpondèrent d'ores et déjà la zone euro dans leur portefeuille. Donc, est-ce qu'il faut toujours compter sur ce phénomène des flux pour alimenter la hausse des marchés? Alors là aussi, ma réponse sera double. Alors là, effectivement, si on regarde cette enquête qui est tout à fait respectable, on se dit qu'il faut être prudent parce que finalement, ça y est, c'est déjà en grande partie joué. Quand on regarde, en fait, n'oublions pas que c'est une enquête. Quand on regarde, en revanche, pour le coup, des vrais flux. Et là, un certain nombre de maisons fouillent de manière assez précise. Oui, parce que l'enquête Merrill Lynch, c'est du déclaratif. C'est du déclaratif. Quand on regarde les flux, notamment dans la base EPFR, ce dont on s'aperçoit, c'est que, oui, beaucoup d'investisseurs sont revenus, qui avaient quitté, déserté la zone euro l'année dernière, Brexit oblige, sont bien revenus sur la zone euro, mais c'est au fond, c'est surtout les domestiques dont nous faisons partie, qui sont revenus. Oui, nous sommes pondérés sur la zone euro, et je pense que la majorité des européens de la zone euro, qui sont ou européens globalement. En revanche, ce que montrent ces chiffres, c'est que les investisseurs étrangers, en particulier nord-américains, sont revenus, mais il faut prendre les chiffres avec pincette, ils seraient revenus qu'à environ à peine 30 à 40% de ce qu'ils avaient vendu l'année dernière. Donc de ce côté-là, du côté des flux, il y a encore un potentiel. Alors, très bien, les flux pourraient donc soutenir la hausse. Revenons un petit peu aux fondamentaux. Donc vous souscrivez au scénario d'une économie européenne bien orientée. On essaye toujours de raisonner par l'absurde et de chercher qu'est-ce qui pourrait, au fond, parce que quand le ciel est trop bleu, il est tout à fait normal, et c'est notre job, de regarder... Oui, parce que généralement, c'est quand on dit qu'il n'y a pas de nuage à l'horizon que l'orage nous tombe dessus. Absolument. Donc on est un peu schizophrène, mais c'est notre métier, et on ne voit pas en Europe, de manière intrinsèque, ce qui pourrait arrêter la dynamique d'abord macro. Alors certes, les chiffres sont au plus haut, il suffit de regarder ces fameux PMI, ces fameuses enquêtes de conjoncture censées un peu préfigurer l'avenir, sont au plus haut, les surprises économiques sont au plus haut également parce que les chiffres n'arrêtent pas de battre le consensus des analystes. Les bonnes surprises. Voilà, les bonnes surprises, bien entendu, mais du point de vue macro, on s'aperçoit que le rattrapage de la zone euro, par rapport notamment à l'économie américaine en particulier, est loin d'être fait. Donc là-dessus, il y a encore du potentiel. Et puis surtout, c'est la micro, où là, pour le coup, on vient d'enchaîner deux excellents trimestres, en particulier le premier trimestre, c'est le meilleur, je crois, depuis pratiquement 10 ans. Les analystes révisent, essayent de réviser, de tenir le rythme, mais ils sont en retard. Alors ils révisent à la hausse. Ils révisent à la hausse. Alors que ces dernières années, ils révisaient à la baisse. Vous avez parfaitement raison. Quand on regarde depuis 2011, systématiquement, on commençait l'année à plus 10 et au bout de 3 mois, on n'était déjà plus qu'à plus 5. Là, c'est la première fois que les analystes... Plus 5 d'attente de croissance des bénéfices. Vous avez raison de me reprendre. Là, les analystes ont plutôt tendance à réviser la hausse, mais on pense notre sentiment, c'est qu'ils sont toujours un petit peu en retard, en particulier parce que les chefs d'entreprise que nous rencontrons souvent, les dirigeants d'entreprise, eux-mêmes envoient des perspectives, ces fameux guidance, toujours relativement
prudent par rapport à l'environnement qui, normalement, pousserait peut-être à être un peu plus optimiste. Donc on a des bonnes surprises sur le front microéconomique, très bien. Mais est-ce qu'il n'y a tout de même pas des risques? Parce que vous parliez de risques tactiques, donc de risques qui pourraient entraîner des corrections, pas d'inversement de tendance, hein, on entend bien aussi ce message-là. Mais on a une remontée de l'euro, là. Or, généralement, quand l'euro remonte, ce n'est pas bon pour les actions européennes. C'est vrai, cette corrélation, on l'observe sur le long terme. En général, quand l'euro monte, les actions européennes ont tendance à sous-performer, en particulier les actions américaines. Notre sentiment, c'est que, et d'ailleurs c'est ce qu'on avait eu en 2011, 2012, 2013, c'est qu'il y a quelques périodes où on a une corrélation pour le coup positive, c'est-à-dire que quand l'euro monte, au contraire, on a même une surperformance des actions de la zone euro, et ces moments-là sont en général des moments où la prime de risque politique diminue. Et on est clairement, depuis l'élimination du risque extrémiste en France et du risque Frexit, alors, il y a encore l'Italie, il y a encore l'Autriche, il y a encore un certain nombre de rendez-vous, bien entendu. Mais, et l'Espagne. Mais la tel risque, comme on dit, le risque extrême, notamment du Frexit, a disparu. Et pour le coup, donc, on pense que cette montée de l'euro a à voir avec cette diminution de la prime de risque. Donc elle est plutôt positive. Elle est plutôt positive, ce qui va inciter un certain nombre d'investisseurs étrangers, je reviens toujours à mon histoire, notamment d'investisseurs nord-américains, à venir sur le marché de la zone euro, puisqu'ils ne sont pas retournés, sans couvrir le risque de change. En particulier aussi parce que la BCE, même si nous pensons qu'elle ne va pas envoyer de messages faucons rapidement, mais le sens de l'histoire de la BCE, je pense à la rentrée, ça sera quand même d'indiquer que la normalisation monétaire en zone euro va démarrer au moins en 2018. Donc à 1,12, l'euro est peut-être sur des plus hauts à court terme, mais pour nous, ce n'est pas un facteur négatif. Alors, vous me fournissez une transition avec l'allusion à la Banque centrale européenne, mais moi je vais parler d'une autre banque centrale, la Fed. Parce que vous évoquiez des risques liés aux marchés américains, à leur valorisation. En effet, s'ils dévalaient parce qu'ils sont surévalués, eh bien, ils nous entraîneraient avec eux. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre risque, un catalyseur qui pourrait se nicher dans la politique monétaire américaine? Parce que les chiffres aux États-Unis, de conjoncture, les indicateurs d'activité, sont pas si bons que ça. Les chiffres réels, j'entends bien, oui, pas les indicateurs avancés, qui eux sont au plus haut. Est-ce que la Banque centrale américaine, la Fed, serait si bien inspirée de remonter ses taux comme elle semble en prendre le chemin? Alors, le risque, c'est celui d'un déraillement de l'économie, voilà, parce qu'on aurait un resserrement monétaire intempestif. Intempestif, oui. Alors, d'abord, remarquons que le marché anticipe, je dirais, à 80-90% un geste en juin. D'accord. En revanche, quand vous regardez, par exemple, le deuxième geste que tout le monde anticipe, on fait partie, pour le coup, du consensus, encore deux hausses de taux en 2017 et certainement encore deux, voire un peu plus en 2018, la deuxième hausse de taux est pricée, comme on dit, intégrée à peine à 40%. Ce qui veut dire que le marché a déjà pris d'avance et estime que ça va être compliqué pour la Réserve fédérale, je dirais, de délivrer toutes les hausses de taux qu'elle nous vend chaque semaine et encore ce week-end. Et une des raisons, c'est bien entendu les incertitudes macro. N'oublions pas que l'économie américaine est en fin de cycle, mais là on pense que pour nous, on ne voit pas à court terme de risque quand même de retournement. En revanche, il y a le risque politique. Alors, voilà, évoquons-le, ce risque politique, c'est celui, pour être clair, d'une destitution de Trump, ce qui perturberait la lisibilité et la visibilité sur l'économie américaine. En tout cas, dans un premier temps, non? Absolument. Alors, effectivement, cette histoire donc, de destitution va créer de la volatilité. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout ou pas? On verra bien, il faudrait vraiment, je dirais, des preuves quasi tangibles, parce que n'oublions pas quand même que ce sont les républicains qui tiennent aujourd'hui le Congrès américain. Donc ça peut créer, bien entendu, de la volatilité, voire même une correction, parce que n'oublions pas que la hausse du marché, et notamment son accélération, tient en partie à cette histoire de Trumpflation, M. Trump arrivant, mettant du carburant dans une économie qui tournait encore et donc provoquant finalement un cycle mondial encore plus fort. Donc ça pourrait effectivement créer quelques perturbations, mais allez, allons jusqu'au bout. Imaginons que M. Trump,
au fond, ne soit pas destitué, mais démissionne. Parce que moi, j'ai du mal à voir la chose aller jusqu'au bout avec des déductions. Donc, ce sera un scénario à la Nixon, hein, pour faire simple. Eh bien, il y aurait effectivement, le marché corrigerait parce qu'il dirait il n'y a plus de baisse d'impôts en particulier, plus de Trumpflation, mais ce serait le vice-président, hein, M. Pence, qui prendrait le relais. Et pour le coup, la réduction d'impôts, les mouvements de dérégulation, ils sont inscrits dans le programme des Républicains. Donc ça ne changerait rien à ce scénario de reflation. On aurait la baisse des taux, mais bien entendu, ça créerait quand même quelques perturbations à court terme. Donc, juste matière à correction, encore une fois. Pas à retournement de tendance, si jamais ça devenait. Absolument, absolument. Oui, je pense que c'est, encore une fois, dans l'histoire, il faut toujours revenir, le passé, le présage, enfin, l'avenir. C'est toujours difficile, hein, le passé ne présage pas de l'avenir tout le temps, mais on a eu des retournements de marché forts lorsqu'il y a eu historiquement des récessions aux États-Unis. Et là, vous ne la voyez pas. À 6 mois, on a du mal à la voir. Bon, on arrive au terme de cette émission. Rachid, ce que vous recommandez, donc, c'est d'être investi en actions européennes, principalement, si je vous entends bien, aujourd'hui. En particulier la zone euro. Hein. OK, mais lesquelles? Des mid-caps, des small-caps, des large-caps? Et quelles zones géographiques privilégiées au sein de la zone euro? Alors, aujourd'hui, notre processus d'investissement qui est en partie basé sur quelles thématiques sectorielles, si vous me permettez d'ajouter? Absolument. Notre processus d'investissement qui est basé en grande partie, pour la partie titre vif, sur des cours objectifs. On a des cours objectifs sur à peu près une centaine de valeurs que nous suivons. Donc, quand vous les atteignez, vous vendez? On vend et c'est une obligation, c'est inscrit, c'est le seul dogme qu'on a dans notre processus de gestion. Aujourd'hui, eh bien, on est proche, voire on a vendu et on est proche d'un certain nombre de cours. Si le marché devait monter encore de 2-3%, on se retrouve avec beaucoup de liquidités. Ce qui est pour nous un peu gênant, parce que, comme je vous le disais, nous voyons des forces plutôt encore du potentiel pour la zone euro. Donc comment on essaye de contrebalancer ça? Eh bien, en étant un peu plus agressive du point de vue thématique, sectoriel, généralisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours encore sur de la value, et en particulier sur les bancaires. Première chose. Deuxième chose, effectivement... nous pensons qu'on n'a pas beaucoup parlé de la Chine, c'est un deuxième risque. Hein, les indicateurs chinois se retournent. Alors je ne vois pas de hard landing, machin, parce qu'il y a pas d'atterrissage brutal, non. Mais il y a quand même un retournement du cycle mondial et notamment des prix à la production mondiaux. Et ça, normalement, ça doit nous faire que la thématique maintenant va plutôt s'orienter vers des valeurs domestiques. Donc voilà, donc c'est un deuxième axe majeur, plutôt chercher des valeurs qui sont sensibles à la croissance domestique de la zone euro européenne et un peu moins à la croissance mondiale. Les mid-cap, il y en a beaucoup. Donc on est sur les mid-cap, on fait attention parce que ça a quand même bien performé, mais on est encore dessus. Et géographiquement, pour terminer, effectivement, aujourd'hui, un investisseur qui veut exprimer de manière positive sa vue sur la zone euro sans être très fortement investi parce que les marchés sont un peu hauts, l'Italie est un pays tout à fait intéressant, puisque dans les flux, on s'aperçoit que les investisseurs, en particulier étrangers, sont très peu revenus. C'est un pays encore délaissé, Absolument. Donc à privilégier selon vous. Rachid, merci. Merci à vous.